Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver au compte de cette émission, l'invité de la semaine. Vous le savez certainement, notre pays, la Guinée, fête cette année ses 63 ans d'accession à l'indépendance. Pour donc rafraîchir la mémoire de la nouvelle génération, nous avons invité sur ce plateau le secrétaire général par intérim du PDG RDA, camarade honorable Oebia Vogui, nous aidera à comprendre pourquoi la Guinée a choisi en 1958 la liberté dans la pauvreté, comme l'avait dit camarade Ahmed Sékou Touré. Bonjour honorable. Oui, bonjour M. Olaré, bonjour aux millions de téléspectateurs de Guinée Buzz TV. D'accord, merci d'accepter notre invitation. C'est un devoir, un devoir. D'accord. Avant de parler d'abord du 28 septembre et la proclamation de l'indépendance le 10 octobre, faisons un coup d'œil dans le rétroviseur pour parler de la date du 25 août. Que s'est-il passé à Conakry après l'arrivée du général de Gaulle à Conakry? Oui, merci pour la question et encore une fois merci pour l'invitation. Et comme vous le savez très clairement, c'est qu'à cette date, la Guinée s'apprête à célébrer les 63 ans d'accession à la souveraineté nationale, à l'indépendance. Et comme vous venez également de le mentionner, c'est que ça ne se fait pas, ou du moins ça ne doit pas se faire sans le PDG RDA. Parce qu'on le veuille ou pas, qu'on le dise ou pas, le PDG RDA est acteur décisif de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale. Le PDG est artisan de l'accession des pays africains à l'indépendance, à la dignité. Et dans ce sens, je crois que toute fête d'indépendance, toute fête de souveraineté nationale, ici en République de Guinée, en principe ne doit pas se faire sans le PDG RDA. C'est ce que nous regrettons. Et d'autant plus que cet hommage mérité n'a jamais été rendu au président Ahmed Sékou Touré chaque fois qu'il a été question de célébrer notre souveraineté nationale. Et Dieu merci, nous avons de nouvelles autorités. Et je crois que le 2 octobre, c'est encore dans quelques jours, on saura bien s'ils sont vraiment à la hauteur des attentes des pères fondateurs dans le cas de pouvoir reconnaître fondamentalement le combat que ces pères fondateurs ont mené. Et donc pour revenir à votre question par rapport au 25 août, comme vous le voyez, certainement, beaucoup le diront, je suis jeune, qu'est-ce qu'il va dire par rapport au 25 août, qu'est-ce qu'il va dire par rapport à la souveraineté nationale, notamment la période des indépendances. C'est vrai, je suis jeune, mais ce qu'il faut ajouter au-delà de ça, c'est qu'au PDG RDA, nous ne faisons pas que de la politique. Le PDG pour nous, c'est aussi une école. Et c'est pourquoi même vous avez une école des cadres qui est pilotée par le professeur Baïlo Télivel Diallo, le directeur de l'école des cadres du PDG. À travers donc la dite école, nous apprenons beaucoup l'histoire du pays, nous apprenons beaucoup l'histoire du PDG et celle africaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sans orgueil, sans aucune forme de complexe de supériorité, nous parlons de cette histoire à l'aise, et afin de pouvoir permettre, comme tu l'as si bien dit, à la jeune génération de comprendre comme nous autres le sens réel de notre histoire qui est effectivement glorieuse. Donc parlant du 25 août 1958, c'était effectivement, c'est d'abord une date historique et symbolique pour la Guinée, oui, très historique. Pour le PDG RDA, parce que figurez-vous, il paraît tout est parti de là. On ne va pas peut-être faire la genèse, mais c'est qu'il y avait eu, après la Deuxième Guerre mondiale, ou bien avant la Deuxième Guerre mondiale, un engagement de la France vis-à-vis des colonies françaises de l'AOF et de l'AEF. Et il était question que ces colonies aident la France à pouvoir se débarrasser de la domination, comment vous appelez ça, du nazisme. Parce que la France à l'époque était sous domination, disons dans les années 39-45. Donc ils ont demandé la mobilisation de ces colonies afin de pouvoir aider la France à pouvoir se débarrasser. C'est dans ce cadre-là que le général de Gaulle a... Donc, dans une question de respect de cette parole, le général de Gaulle a eu à faire une tournée au niveau continental. C'était dans le cas de pouvoir respecter, parce qu'il était question que les Africains aident la France à se libérer du nazisme. Et à l'issue de ça, liberté allait être faite aux États africains, ou si vous voulez aux colonies africaines, de pouvoir choisir soit le non ou le oui. Donc effectivement, le général de Gaulle étant dans cette tournée, il a eu à parcourir
beaucoup de colonies. Oui, beaucoup de pays de la sous-région, par exemple. De la sous-région. Bon, on va dire colonies à l'époque. Beaucoup de colonies de la sous-région pour pouvoir demander leur avis par rapport au vote historique du 28 septembre 1952. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'à un moment donné, le président Metsé Sékou Touré, qui était à la fois secrétaire général du PDG et un redoutable syndicaliste qui, à un moment, avait effectivement acquis la conscience du peuple de Guinée, et je crois que ça a permis de pouvoir être, disons, acteur décisif de ce tournant. Et donc le 25 août, effectivement, le général de Gaulle est arrivé ici en République de Guinée. Et comme vous le savez, le président Ahmed Sékou Touré, à travers la loi 4, il était pratiquement le gouvernement, il était le chef, le premier ministre, voilà, du gouvernement semi-autonome. Il y avait le camarade Saifoulaye Diallo qui était le président de l'Assemblée territoriale. Ça, c'était à l'issue des élections législatives de 57, qui a accordé une majorité de 57 sièges au PDG-RDA et qui faisait que le PDG devenait donc la véritable force politique sur le plan national à l'époque. Et ce qui a fait que quand il est venu, donc le droit, il devait être reçu par le président Ahmed Sékou Touré en tant que premier ministre, si vous voulez, chef du gouvernement semi-autonome, et le camarade Saifoulaye Diallo qui était à la tête de l'Assemblée territoriale. Et donc quand cela a été fait, De Gaulle, comme vous le savez, a été accueilli dans une ferveur parce que tout avait été mis en place pour parfois à la fois pour saboter ce jour historique, mais comme le président Ahmed Sékou Touré dans ses mémoires le disait très clairement, nulle part De Gaulle n'a été réussi comme en Guinée. Il fallait voir l'enthousiasme, mais c'était pour démontrer aussi au général De Gaulle que la Guinée, jusque-là, le peuple guinéen était un peuple très hospitalier. Voilà. Qu'est-ce qui a été dit et qui a été entrepris comme action ces jours-là? Parce que certains disent que l'avenir sort du passé. Maintenant, certains disent que c'est le 25 août qui a conduit la Guinée à l'indépendance. Oui, j'en venais. C'était donc ce 25 août, et comme je le dis, pays hospitalier, le De Gaulle a été reçu dans toute la faveur qu'il faut. Oui. Et c'était au palais du 25 août qui se trouve le siège de la HAC, qui est actuellement le siège de la HAC. Et donc le camarade Saifoulaye, président de l'Assemblée territoriale, a eu à faire le premier discours où il a étalé les 60 ans de colonisation, la somme des 60 ans de colonisation que la Guinée avait subi. Et par la suite, il a conclu qu'ils étaient des patriotes résolument engagés à défendre la patrie mère africaine. Et ensuite, le président Sékou Touré a enchaîné en tant que chef du gouvernement semi-autonome, et dans son discours encore historique qui a donc scellé finalement le destin de la Guinée, qui a scellé le destin, comme je le dis, de la Guinée, il a le dire clairement. Je vais justement lui paraphraser parce que le discours il est long, qui pratiquement marque encore nos esprits, où il dira que quant à nous, nous avons un devoir primordial, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Voilà le discours très symbolique et historique du président Ahmed Sékou Touré, qui, à vous entendre, a effectivement scellé le destin de la Guinée. Parce que sans ce 25 août, il n'y aurait pas eu la conférence nationale du 14 septembre, on en viendra. Sans ce 25 août, il n'y aurait pas eu le vote historique du 28 septembre. Sans ce 25 août, il n'y aurait pas eu le 2 octobre 1958. Maintenant, comment camarade Ahmed Sékou Touré et ses compagnons ont réussi à mobiliser le peuple de Guinée pour voter non le 28 septembre? D'accord, une question très fondamentale. Mais avant de parler du 28 septembre, on était tout à l'heure sur le 25 août. Après ce discours du 25 août, vous avez suivi la réaction du général de Gaulle, qui n'a pas du tout apprécié. Et pourtant, ce n'était pas en réalité un défi. Le président Ahmed Sékou Touré a été très clair qu'en choisissant cette option du non, c'était de dire non à la colonisation, c'était de dire non à la dépendance, c'était de dire oui à la coopération, c'était de dire oui à la coopération de façon équitable. Donc, en réalité, ce n'était pas un défi, ce n'était pas un affront qui a été lancé, mais
le général de Gaulle n'a pris comme ça. Malheureusement pour la France, malheureusement pour lui. Parce qu'après tout, c'est la Guinée qui a triomphé. Après tout, c'est le président Ahmed Sékou Touré qui a triomphé. Malgré ces 26 années de torpillage qu'ils ont fait des tentatives de coup d'État pour porter atteinte à la vie du responsable suprême de la Révolution. Donc après le 25 août, il y a eu le 14 septembre 1958, qui est aussi déterminant. Parce qu'il faut le rappeler. Le 14 septembre 1958, s'est tenue ici à Conakry la conférence nationale du PDGRDA qui voulait, on peut appeler ça une forme de conseil national de la révolution. Après, bien entendu, le départ du général de Gaulle qui a dit clairement que la Guinée prendra le chemin qu'elle veut et la France n'en fera pas, qu'elle voudra et la France donc n'en fera pas obstacle. Donc après ça, il fallait tirer toutes les leçons et le choix a été fait, il fallait l'assumer. Et donc le 14 septembre, le parti a organisé une conférence nationale ici à Conakry et seuls les délégués du PDGRDA exclusivement avaient participé à cette conférence nationale. Et de cette conférence, il y a eu des points qui ont été retenus. Où cette conférence a eu lieu? Bon, c'est passé en ville. Comment vous appelez votre actuel ministère de la jeunesse, qui est la permanence nationale du PDGRDA en réalité, parce que ça a été offert par le président Houphouët-Boigny bien avant notre indépendance. Donc pour nous, ce n'est pas un bien qui est confondu au bien, disons, de l'État guinéen. C'est quelque chose qui revient de droit au PDG, qui est un patrimoine en réalité du PDGRDA. Et puisque l'occasion a été mise à profit, nous n'allons pas manquer de pouvoir évoquer cette question une fois que le gouvernement va être mis en place, pour que les biens d'abord de la famille du président Ahmed Sékou Touré, les biens du camarade Mohamed Touré soient restitués, et aussi les biens du parti, comme je venais de le mentionner tantôt, qui est la permanence nationale acquis avant notre indépendance, soient aussi restitués. Donc cette conférence est tenue ici à Conakry, à la permanence nationale du parti, et il était question que chaque fédération du parti donne son avis sur la décision, ou si vous voulez, sur la position du non ou du oui, notamment en parlant du 28 septembre, parce qu'il était question que nous partions au référendum le 28 septembre 1958. Le référendum gaulliste. Voilà. Donc, de cette conférence nationale, le parti a résolu, parce que le camarade Ahmed Sékou Touré aussi a eu à présenter son discours d'ouverture. Ensuite, il était question de voter et tous les délégués du parti, dans l'écrasante majorité, ont voté non au référendum. Donc, je dis bien, le 14 septembre, c'était encore exclusivement les délégués du PDGRDA. Ce n'est qu'après le 14, dans la nuit du 16, 17 et 18 septembre 1958, que toutes les autres formations politiques qui n'avaient pas encore une décision claire par rapport au vote du 28 septembre ont décidé de rallier la position du PDGRDA quant au vote historique du 28 septembre 1958. Il y a beaucoup d'amalgames qui se créent à ce niveau. C'est vrai, nous reconnaissons que ce sont tous des héros de l'indépendance, mais il faut préciser que le PDGRDA est acteur décisif. Et dans la mesure, moi personnellement, Dieu merci, j'ai eu accès à certaines archives du bureau politique national de l'époque qui sont dûment signées par la délégation du PDGRDA et la délégation du BAG, du PRA, qui adhéraient à la position du nom du PDGRDA. Et le PDGRDA leur a doté des moyens financiers, des moyens matériels pour faire cette campagne du non un peu à l'intérieur du pays. Il y en a qui sont allés à Mamou, il y en a qui sont allés à l'Abbé. Ils ont tous en tout cas été ventilés à l'intérieur du pays sous les frais financiers, je dis bien, c'est-à-dire sous les frais financiers, en tout cas et matériels du PDGRDA, qui leur a permis donc de faire cette campagne du non. Et à l'issue de ça, le peuple du Guinée étant préparé, massivement mobilisé, et ayant cette conscience de ce vote historique, a massivement donc voté dans son écrasante majorité le 28 septembre non au référendum. D'accord. Parlons aujourd'hui, l'indépendance est acquise, donc le combat, l'objectif est atteint. Quelle a été les premières démarches d'Ahmed Sékou Touré pour asseoir tout ce qu'il faut pour gouverner? Encore une question très importante. Donc après ce 28 septembre, malgré toute la tentative de sabotage qu'il y a eu ce jour, mais le président Ahmed Sékou Touré avait été clair et avait donné toutes les consignes qu'il fallait au peuple de Guinée dans le cas de pouvoir rester serein. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu vraiment, disons, une réaction du peuple guinéen, parce qu'à un moment donné, il y avait une provocation des autorités françaises qui venaient afin de pouvoir saboter le 28 septembre. Donc après ça, ce 28 septembre, le 2 octobre 1958, l'indépendance fut proclamée. Et le président Ahmed Sékou Touré, chef du gouvernement, fuit, si vous voulez,
propulsé au rang du chef de l'État, parce qu'il était en tout cas la première personnalité de l'État guinéen maintenant indépendant. Et à l'issue de ça, je dois préciser qu'après ce 2 octobre 1958, avant de revenir sur votre question, c'est vrai, il fallait, comme vous le dites, s'organiser. Il y a la question de la monnaie qui se posait, il y a la question de l'armée qui se posait. Bref, tous les éléments qui concernent notre souveraineté nationale, la diplomatie, il y avait cela. Mais tout en précisant qu'après ce 28 septembre, dès que la France a eu vent du score, automatiquement les caisses de l'État ont été vidées, la banque centrale si vous voulez, et tout ce qui était là comme acquis de cette colonisation, relativement moins par rapport aux 60 ans de colonisation, tout a été mis à sac. Et malheureusement pour la France, c'est que le peuple guinéen est resté en tout cas mobilisé, solidaire par rapport à cette ligne. Donc le 2 octobre après ça, il fallait donc poser les jalons de cette souveraineté. Comme je le disais tantôt, la question de reconnaissance se posait au niveau même des Nations Unies, qui a fait que le décembre 1958, la Guinée donc a été 82e État membre des Nations Unies. Mais comme je le dis, en tant qu'action phare, c'est qu'il y avait beaucoup de difficultés. Parce que comme je le disais, même à la présidence, pour vous illustrer encore, les assets qui n'ont pas pu apporter, ils ont cassé, les fils ont été... tout a été mis à terre. Voilà le rôle que la France a joué à l'époque. Et ils ne se sont d'ailleurs pas limités, vous savez, le reste de l'histoire. Je crois qu'on pourra revenir dessus. Mais à partir de ce 2 octobre, comme je le disais, le président Ahmed Sékou Touré ayant été propulsé au rang de chef de l'État, après ces 2 années, 58, 59, 60, il était question qu'il y ait donc des élections. Et c'est pourquoi quand nous rencontrons ou nous voyons encore des intellectuels ou des cadres qui se permettent, qui refusent d'ailleurs de dire la vérité, qui se permettent de rencontrer n'importe quoi à la jeunesse guinéenne, nous tombons de nu. Parce qu'après ces 2 ans, le président Ahmed Sékou Touré, leader du PDG, a eu à organiser, chef de l'État bien entendu, a eu à organiser les premières élections présidentielles ici en République Guinée en 1961, janvier 1961. Premières élections. Les premières élections présidentielles. C'est-à-dire, il y a beaucoup qui pensent qu'à partir de 58, il a été élevé au rang de chef de l'État parce qu'il était chef du gouvernement. Tout est arrêté là et il n'a rendu le tablier que le 26 mars 1982. C'est dommage. Après l'obtention de cette indépendance-là, en janvier 1961, il y a eu les premières élections présidentielles ici. Étant candidat du PDG, effectivement, il a remporté ces élections. Et donc, ce qui a fait de lui le premier président démocratiquement élu à la République de Guinée. Mais malheureusement pour certains, par haine ou par manque de devoir vis-à-vis de la République, ils sont en train de transformer encore cet aspect de notre histoire. Avant d'aller à la pause, est-ce que vous pouvez nous résumer, nous dire en quelques mots les acquis de cette indépendance? Oui, en quelques mots, on n'en finira pas. On ne peut d'ailleurs pas le résumer. Il faut être clair. Nous n'avons plus notre indépendance sans fusion de sang. Ça a été vraiment c'était du tout pas facile. Et en termes d'acquis, aujourd'hui, nous ne pouvons que nous en féliciter parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les bases réelles si vous voulez, les bases réelles, la fondation, si vous voulez, de la République de Guinée, tout est assis sur le jalon que le président Sékou Touré a pu poser sur le plan comment vous appelez, des unités industrielles. Aujourd'hui, au minimum, à l'époque, c'était des régions, encore si vous voulez. Au minimum, il n'y avait pas cette préfecture qui n'avait pas 1 ou 2 unités industrielles. Oui. Ça, c'était une forme de pouvoir assumer notre indépendance et donner un sens réel à l'indépendance guinéenne. Nous avons ici une flotte, la compagnie Air Guinée, après 63 ans. Oui. Et puis après, en fait, si vous voulez, je ne dis même pas après, depuis le décès, après le décès du président Sékou Touré, nous savons ceux qui ont bradé cette compagnie Air Guinée, aujourd'hui, qui sont là, qui étaient une sorte de dynamique sur le plan. Mais heureusement que le colonel Mamadi Doumbouya est là et je pense que comme il a dit, la justice dira sa boussole et on n'a pas à regarder le rang social ou la position de qui que ce soit. Il faut que les audits soient faits et qu'on cherche effectivement quels sont ceux qui ont bradé la compagnie Air Guinée, quels sont ceux qui ont bradé les unités industrielles, quels sont ceux qui ont bradé si vous voulez le chemin de fer de Guinée. Donc ce sont ces quelques acquis qui sont encore indiscutables, palpables. L'éducation qui était gratuite, l'égalité des chances
De la première année jusqu'à ce que tu termines tes études, tout était aux frais de l'État guinéen. Et après ça, ceux qui méritaient des bourses allaient étudier. Ça, ce sont des acquis du premier régime. Et comme vous le savez, l'autosuffisance qu'on avait tout au moins à travers les brigades mécanisées de production, les FAPA qu'on avait, c'était encore des formes qui avaient donné un véritable sens à notre indépendance. Malheureusement, des acquis qui ont pratiquement été mis à sac par tous les régimes qui ont un peu succédé le PDG. Mesdames et messieurs, gardez votre position dans une fraction de seconde. On revient pour continuer cette émission. Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission, l'invité de la semaine. Honorable Oye Biavogui est notre invité. Je rappelle qu'il est le secrétaire général par intérim du PDG RDA, un parti qui a arraché l'indépendance. C'était le 2 octobre 1958. Honorable, continuons sur cette lancée de l'histoire guinéenne parce que qui est moins connue par surtout nous, la génération actuelle. Qu'est-ce qui s'est-il passé au petit matin du 22 novembre 1970? Ça vous dit quelque chose? Ah oui, ça nous dit quelque chose, parce que encore c'est vrai, c'était triste, mais à la fois nous avons pu déterminer la force de frappe du peuple militant de Guinée par rapport à cette agression impérialo-portugaise. Comme vous le savez, effectivement, nous avons regretté parce que il s'agit de l'agression impérialo-portugaise qui, à un moment donné, a donné un coup dur à la Guinée. Mais le peuple de Guinée a su réagir de façon réciproque par rapport à cette agression perfide. Au petit matin du 22 novembre, en plein mois de Ramadan, comme le responsable suprême l'a clairement dit, il y a eu des bateaux battant pavillons étrangers qui stationnaient aux côtes guinéennes et qui, de cette manière, ont agressé le peuple guinéen, ont porté atteinte à la souveraineté, l'intégrité et la dignité du peuple militant de Guinée. Et il faut se dire que le président Maître Sékou Touré, pour nous, est un citoyen universel. Et dans ce sens, il a donné tout le sens qu'il fallait à la lutte qui menait au niveau d'abord national, au niveau continental, parce que pour lui, il a dit, même si la Guinée était indépendante le 2 octobre 1958, la Guinée ne serait réellement indépendante que lorsque tous les autres États africains allaient accéder à leur souveraineté. Donc, tant qu'il restait un mètre carré sur le plan continental qui était encore sous la domination étrangère, pour lui, la Guinée n'était pas indépendante. Donc, par tous les sens, il fallait appuyer toutes les forces qui, à un niveau donné, essayaient de se battre pour leur accession à la souveraineté afin de pouvoir les aider. Et c'est dans ce cadre que la lutte pour soutenir le PAIGC pour l'accession de la Guinée-Bissau à l'indépendance a été menée. C'est dans ce cadre que celui du MPLA à travers l'Angola a été mené. L'ANC, qui en tout cas vivait un régime raciste, l'apartheid a été mené. Mozambique, l'Algérie, beaucoup d'autres pays. Voilà. Maintenant, quand la Guinée a été attaquée au petit matin, quel a été le premier message du président Ahmed Sékou Touré? Oui, c'est ce que je disais, parce qu'il faut d'abord décrire les régions qui ont fait que la Guinée a été attaquée. Oui. Ça, je le disais, c'était par rapport à cette position du peuple guinéen, du président Ahmed Sékou Touré, dans le cadre de pouvoir faire accéder tous ces États à la libération nationale. Et après ça, pour en vouloir à la Guinée, donc il était question qu'on essaie de déstabiliser le régime du PDG, qu'on essaie de déstabiliser le gouvernement guinéen et aller même jusqu'à porter atteinte, si possible, à la vie du responsable suprême de la révolution. Et donc, le 22 novembre, cette attaque a eu lieu. C'est vrai qu'à un niveau donné, il y avait des complices à l'intérieur, ça il faut le dire clairement, parce qu'il y a des preuves à l'interne que nous appelons la 5e colonne. Quel a été le sort de ces complices-là? Non, j'en venais parce que quand il y a eu agression, le président Ahmed Sékou Touré, comme beaucoup l'ont pensé qu'il était au niveau de la case Bellevue, et après les attaques de ces points sensibles de la capitale, on pensait que le président Ahmed Sékou Touré était mort. Ouais. Et il y a même l'ambassadeur à l'époque je crois que c'est de l'Allemagne fédérale, si je ne me trompe pas, qui a fait directement le rapport national pour dire que le coq était cuit. C'est-à-dire le coq était cuit pensant que c'est le président Ahmed Sékou Touré qui était mort. Donc pour eux, la victoire, c'est-à-dire la Guinée revenait dans le carcan du néocolonialisme. Mais ils se sont trompés.
Parce qu'après tout, c'est l'appel du responsable suprême que nous avons suivi et ça a été une traînée de poudre. Les femmes, Madiama Fori Bangoura et tous les autres, les étudiants à l'époque du Polytechnique, en tout cas le peuple s'est vraiment mobilisé pour défendre sa souveraineté. Et le président il a été clair de s'armer de bâtons, de fusils, de coupe-coupe, bref, tout ce qui pouvait aider aux combattants de la liberté de pouvoir se munir de ça et essayer de faire front commun par rapport à cette agression. C'est ce qui fut fait. Le peuple guinéen a été agressé et ce peuple guinéen a défendu sa souveraineté et comme il a dit, Dieu a sauvé, le peuple a défendu sa révolution et Dieu l'a sauvé. Donc ce 22 novembre, cette agression qui était le point culminant de la traîtrise contre le président Ahmed Sékou Touré, qui était le point culminant de la traîtrise contre le peuple guinéen, contre la dignité guinéenne. Et le peuple guinéen a eu à réagir conséquemment et la réaction fut proportionnée. C'est-à-dire, je vais dire proportionnelle par rapport à la hauteur de cette agression. Et après ça, le peuple guinéen ayant triomphé sur les agresseurs, il fallait d'une manière ou d'une autre que le compte des agresseurs soit réglé. Voilà, ça c'est une réalité. Et nulle part dans le monde ça ne s'est fait. Même en France, après avoir gagné, si vous voulez, remporter la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a pas été le cas. Nous avons vu le sort des communards français, des 17 000 communards français qui est marqué dans la revue Historia numéro 36 où on dit, le président met clairement les Français contre les Français, où les 17 000 communards ont été fusillés sans procès. Les rues ont été jonchées de cadavres. Et il dit clairement que ce spectacle affreux aura servi de leçon pour les traites. Et donc pour la Guinée... Justement, est-ce que ce n'est pas dans ce cadre-là qu'on a créé le camp Barreau? Non, le camp Barreau est bien avant cela. Le camp Barreau, c'était un peu avant 70. C'est un hommage au commissaire Mamadou Boiro qui était allé chercher les parachutistes de l'abbé parce qu'il y a eu un problème là-bas dans les années 69. Il était question qu'il vienne à Conakry, qu'il essaie de s'expliquer devant les autorités. Il a été parachuté par-dessus bord de l'avion. Et qui était allé simplement pour faire une mission, demander puisque ça n'allait pas, on veut savoir qu'est-ce qu'il n'a pas à l'abbé, on les a demandé de venir à Conakry. Dans le trajet, il a été parachuté par-dessus, son corps n'a jamais été retrouvé. Et c'est en ce sens que le nom a été donné au camp, à l'époque c'était le camp Kamen, donc on a transformé, ça a été le camp Mamadou Boiro. Et donc, quand il y a eu cette agression, le président Ahmed Sékou Touré a dit clairement que c'est le peuple de Guinée qui a été agressé. Et c'est le peuple de Guinée qui a la responsabilité de juger ces agresseurs-là. Pendant 8 mois, il a eu ce procès. Du pouvoir révolutionnaire local, du pouvoir révolutionnaire d'arrondissement, au niveau des fédérations, au niveau du comité central, jusque élargi au niveau de l'Assemblée qui finalement a été élargi, si vous voulez, en Assemblée populaire révolutionnaire, qui a permis donc de trancher pendant 8 mois sur le sort des agresseurs. Et je crois que le peuple qui a jugé, le peuple a promis une sentence et le président Ahmed Sékou Touré, en tant que chef du gouvernement, président de la République, a obéi simplement à la volonté du peuple. D'accord. Comment que répondez-vous à ceux qui accusent le président Ahmed Sékou Touré à tort ou à raison d'un président sanguinaire? C'est que malheureusement pour eux, ceux qui le disent, soit ils connaissent l'histoire, ils font semblant de la connaître, soit eux-mêmes, ils refusent d'assumer la responsabilité de ceux qui, si vous voulez, c'est-à-dire, ils refusent tout au moins de reconnaître la responsabilité de ceux qui, à un moment donné, ont comploté contre la République guinéenne. Parce que les complots sont réels. Nous, parfois, quand nous disons, nous ne partons pas sur la base des écrits ou des tomes ou du livre blanc du PDG. Mais non, il y a des Français qui ont écrit. Il y a des Français qui ont écrit. Pierre Mesmer, il a écrit. Roger Faligo, il a écrit. Pascal Krop, il a écrit. Pascal Krop, il a écrit. Qui était le chef de tous ces complots, de ces coups d'État, d'assassinat en Afrique? C'était Jacques Foccart. Il a écrit. Jacques Foccart a écrit dans ses mémoires. Et je crois qu'à partir de là, le débat en réalité ne se pose plus. Donc, les questions de complot, elles sont tout à fait réelles. Et je crois que c'est un aspect, ou si vous voulez, c'est un pan de notre histoire encore qui n'est pas élucidé. En tout cas, il revient au gouvernement guinéen, aux nouvelles autorités, de tenir cela en compte et faire en sorte que la vérité soit dite pour que les gens et les autres puissent savoir effectivement ce qui se passe, à défaut qu'il y ait une vérité, tout au moins une réconciliation nationale par rapport à notre histoire. Parce que ce qui est réel, le président Ahmed Sékou Touré n'a agi que pour défendre l'intérêt du peuple guinéen. Et aujourd'hui, même si la même agression se répétait, je pense que le peuple de Guinée serait encore mobilisé pour défendre sa souveraineté. Il y a une association des victimes de camp Barreau, non? Oui,
Oui, il y a une association des soi-disant victimes de Kambouara. C'est des soi-disant victimes. Quand on parle des conséquences ou des effets, il y a forcément une cause. Pourquoi vous, votre papa n'est pas allé au Kambouara? Pourquoi le mien n'est pas allé au Kambouara? Qu'on se pose la question. Quand je pose la question, moi. Honorable, quelle étude comparative faites-vous entre les différents régimes qui se sont succédés en Guinée? Bon, les différents régimes qui se sont succédés en Guinée, vous savez que le PDG a sa nature particulière, parce que nous avons dit que d'abord nous sommes un parti révolutionnaire et dans ce sens, le peuple était le référentiel suprême, ce qui a fait du peuple de Guinée de 58 à 84 sujet et acteur du développement. Rien ne se faisait sans ce peuple, rien ne se faisait sans que le peuple, à quelque niveau que ce soit, puisse discuter de la question. En réalité, le président Sékou Touré n'assurait que l'avant-garde de la lutte. Le reste revenait au peuple guinéen. Donc, pour vous dire clairement qu'il y a une sorte de comparaison, on ne peut que comparer le régime du PDG aux autres régimes. Parce qu'en réalité, le régime du PIPO, d'abord le CMRN sur le PIP, et après le RPG Arc-en-Ciel, il n'y a aucune différence parce que le même système qui a été prôné par le PUP, c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et donc, vous avez la thèse et l'antithèse. Le PDG concerne, nous parlons comme ça, hein, si vous voulez, en termes idéologiques. Il y a la thèse du PDG, il y a l'antithèse du PDG. Et donc, quand vous parlez comme ça, nous disons qu'il y a le PDG et les autres partis politiques, il y a le régime du PDG et les autres régimes. En réalité, comme je le dis, le peuple, à la fois, était partie intégrante de ce processus-là, ce qui fait une totale différence. Et vous-même, je crois qu'on n'a pas besoin encore de le démontrer. Et les acquis que le régime du PDG, les bases, ou si vous voulez, les bases matérielles en réalité, ou l'essence réalité de notre souveraineté, les bases de notre développement ont été essentiellement posées par le PDG RDA. Et jusque-là, nous nous en félicitons. Ça a été fait pour l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. Vous avez l'université Gamal Nasser tantôt que j'avais oublié. Aujourd'hui, quelle est l'université guinéenne publique qui dépasse celle-là? Il n'y en a pas. Vous avez Juriste Nyerere de Kankan. Après combien d'années d'indépendance? Nous qui n'avons pas connu la période de Sékou Touré, actuellement, on remarque qu'il y a beaucoup d'impunité, l'insécurité, ainsi de suite. Oui, c'est aussi un aspect positif de la révolution. Parce que pour nous, aucun être humain n'est supérieur à son prochain. En réalité, chacun ce soir a besoin de sa dignité, de sa sécurité, tout au moins de la justice sociale. On ne pourrait pas se lever sous la révolution et porter atteinte à la vie de quelqu'un au nom de quoi que ce soit. Surtout si c'est un homicide volontaire. Vous n'avez que de compte à rendre au peuple guinéen et le peuple guinéen tranchait sur la question et automatiquement la sentence était exécutée. C'était la peine capitale, encore qui est primordiale parce qu'aujourd'hui, c'est cette injustice qui fait que le pays totalement n'arrive pas, de façon globale, n'arrive pas à avancer. Il y a trop d'injustices, des gens qui se lèvent un beau matin parce que simplement ils n'aiment pas voir ton visage, ils portent atteinte à ta vie. Je m'excuse, hein, ils portent atteinte à la vie d'un individu ou d'un citoyen. Et après, au nom des droits de l'homme, ces individus sont libérés. Et tranquillement, vous les voyez le lendemain circuler et faire le gros bras devant vous. Ça ne marche pas comme ça. Pour nous, aucune âme n'est supérieure à une autre. Pour nous, il est question que le gouvernement, ou en tout cas l'État guinéen, fasse recours à la peine de mort. Et c'est extrêmement important parce qu'en réalité, nous avons besoin de pouvoir créer une sorte de quiétude sociale qui puisse permettre que tous ceux qui sont coupables d'injustice soient sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture. Donc, en ce sens-là, en tout cas, le régime du PDG, tu ne pouvais pas le faire. Même s'il y avait un homicide quelque part, les 24 heures qui sont, l'auteur était retrouvé à la hauteur de cette forfaiture, il était sanctionné. D'accord, ça c'est aussi clair. Qu'en est-il la collecte des fonds lancée par le PDG RDA pour la libération provisoire du couple Touré? Bon, la campagne de levée de fonds continue très bien. Ce que nous avons regretté, c'est que le président Alpha Condé aura ça sur sa conscience en réalité, parce que tout a été fait depuis 2018 après l'arrestation du camarade pour que son régime, lui en tant que chef d'État, puisse agir conséquemment pour obtenir cette libération. Il n'a pas daigné agir. Et malheureusement, pour lui, le 5 septembre passé, son régime a été renversé. Nous regrettons le coup d'État et nous avons pris acte de ce coup d'État, mais malheureusement, ils n'ont pas agi en le cas de pouvoir aider à la libération du fils du président Sékou Touré, celui qui a donné la dépendance à la Guinée. Malheureusement. Et ce qui a fait que le PDG a pris ses responsabilités, oui, bien entendu, c'est ce qui fait que le PDG a pris ses responsabilités et a lancé cette campagne de levée de fonds. Et à partir du 5 septembre, il y a eu une
quelques perturbations. Et je crois que le 28 septembre qui s'annonce, nous aurons à faire le point de la collecte de fonds et nous allons encore relancer la même campagne en vue d'obtenir le montant de 300 000 $ qui équivaut à 3 milliards de francs guinéens afin de pouvoir aider à obtenir la libération du camarade Mohamed Touré et de son époux. D'accord. Le secrétaire général par intérim du PDGRDA est notre invité du parcours. Monsieur Oye Biavogui, on ne peut pas vous quitter on peut pas se quitter sans dire un mot sur la prise du pouvoir par l'armée le 5 septembre dernier. Qu'en pensez-vous? Oui, le PDG a eu à donner sa position dessus. C'est vrai, tous les mots ou les arguments qui ont été avancés par le CNRD, voilà, qui ont été avancés par le CNRD, le PDG a pris acte et sur cette position a dit clairement qu'il était question qu'au moins, tout au moins, l'intégrité physique du chef de l'État soit préservée. Mais tous les autres points qui ont fait l'objet de leur déclaration, nous les partageons parce qu'en réalité, il y avait trop d'injustice. En réalité, il y avait trop de gabegie financière. En réalité, il y avait trop d'injustice. En réalité, le pays, l'État guinéen n'existait pratiquement plus. Et tout était résumé aux hommes. Donc, à ce stade, il était question qu'ils prennent leurs responsabilités. Nous avons compris cela et nous pensons qu'ils seront à la hauteur des attentes du peuple de Guinée puisque les concertations ont commencé. Le PDG, à travers notre plateforme qui est la COPED, et nous avons eu à donner notre position et je crois qu'à l'issue de ça, nous verrons bien. Mais ce qui est évident, nous avons une particularité par rapport à tout cela, c'est qu'ils ont trouvé le PDG dans une dynamique. Cette dynamique, c'était interpeller le régime guinéen, le régime déchu à pouvoir aider, ou si vous voulez le président déchu à pouvoir aider le parti, la famille du président à obtenir la libération du camarade Mohamed Touré. Je crois qu'ils nous ont trouvé dans cette dynamique. C'est vrai, le 5 septembre a fait que nous avons un peu ralenti le processus et puisque les choses commencent à rentrer un peu dans l'ordre, nous allons qu'avec les nouvelles autorités, ils vont être interpellés dessus pour qu'ensemble, nous essayons de voir comment ils peuvent aider le parti à obtenir cette libération. C'est une forme de plaidoyer, de doléance que nous posons à leur égard et déjà nous informons que nous avons déposé une demande d'audience afin que nous puissions rencontrer le colonel Mamadi Doumbouya et discuter de la question, voir comment ils peuvent aider. Et nous espérons qu'il ne fera pas comme Alpha Condé, parce que de toute façon, le peuple de Guinée l'observe, l'Afrique nous observe quant à la libération du camarade Mohamed Touré. D'accord, restons toujours au QG du CNRD. Quand le colonel Mamadi Doumbouya affirme qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, la justice sera la boussole. Aujourd'hui, en tant que député de la 9e législature, est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Non, inquiet par rapport à quoi? Non, je ne suis pas inquiet. Et plutôt, quand tu parles de la bouche, effectivement, nous souhaitons que la justice fasse son travail. La justice fera son travail par rapport à quoi? À tous ceux qui sont coupables de gabegie financière, à tous ceux qui sont coupables de détournement des deniers publics, à ceux qui, à un moment donné, ont torpillé les valeurs de la République. Et en ce sens, le PDG, directement ni indirectement, n'a participé à quoi que ce soit de 2010 à l'instant T, ou si vous voulez même, de 85 à l'instant T où je vous parle. Le PDG n'a été mêlé à quoi que ce soit. Nous sommes restés nous-mêmes et c'est ce que le président Mercé Coutourou nous a enseigné. Et de ce point de vue, pour nous, cette fidélité à ce principe-là, vraiment a fait de nous des hommes libres et dignes. C'est pourquoi nous ne reprochons de rien. Et, étant député de la 9e législature, cela n'a rien à voir. Nous sommes un parti politique. Les véhicules qu'il demandait? Non, les véhicules, il faut préciser, les véhicules administratifs. D'accord, les véhicules administratifs ont été rendus. Sinon, le reste, c'est le patrimoine des députés. Ça ne se discute pas en réalité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, quand vous parlez des véhicules de députés, ça revient aux députés parce que les députés ont acheté en réalité. Okay. Donc ça n'appartient pas à l'État ni à l'Assemblée. Ce qui appartient à l'Assemblée a été rendu. D'accord. Quel sort réservé à Alpha Condé, ses anciens dignitaires et ses anciens ministres? Non, je crois que ce n'est pas à moi de dire ça. Le CNRD a donné sa position. Alpha Condé va rester avec eux. Ça, c'est un aspect. Et deuxièmement, vous êtes d'accord avec eux? Oui, ils ont leur raison. Moi, je n'ai pas à me mêler de ça. Ce sont eux qui ont pris le risque de faire le coup d'État.
Et donc ils savent les raisons qui font qu'ils doivent maintenir Alpha Condé. Et par rapport aux autres là, je crois qu'ils sont en liberté jusqu'à preuve du contraire. C'est que quand la justice va, ou si vous voulez, le ministère de la Justice va redémarrer normalement, ou si vous voulez, quand les audits vont commencer, chacun viendra s'expliquer pour ceux qui vont être interpellés. Pour moi, il n'y a pas une question de charge sortir. Et comme il a dit, il n'y aura pas de recyclage. Je suis d'accord avec lui, y compris pour ceux qui ont bradé nos unités industrielles, y compris pour ceux qui ont bradé nos compagnies, notre compagnie Air Guinée. Et bref, en tout cas, il n'y a qu'à faire ce qu'il revient de devoir vis-à-vis de la Guinée, parce que non seulement c'est l'histoire qui le regarde, c'est le peuple guinéen qui le regarde. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes l'un des fidèles téléspectateurs des Guinée-Buzz. Quel regard portez-vous sur ce média de proximité? Puis il y a un média de proximité que j'apprécie beaucoup, comme je le disais, parce qu'à un moment donné, quand nous ratons des émissions, le journal de la RTG par exemple, moi c'est à travers Guinée-Buzz que je suis, donc je dis clairement qu'on est encore plus proche du peuple du point de vue médiatique à travers Guinée-Buzz. C'est à apprécier et nous vous encourageons. Nous espérons que tout va être mis en place pour qu'il y ait un lancement officiel de votre télé de façon, comment vous voulez. Sur les bouquets. Voilà, sur les bouquets, ce qui va être surtout plus important. En tout cas, nous apprécions le travail que vous faites et nous vous exhortons à continuer dans ce sens-là. En tout cas, vous faites du bon travail. Mesdames et messieurs, c'est ainsi prend fin cette émission, l'invité de la semaine. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez. Il y avait à la technique Mohamed Lamine Touré et Mohamed Bangoura. Les programmes continuent sur Guinée-Buzz. Au revoir et à bientôt.